Pour la transformation d'une phase liquide en phase gazeuse, d'une phase gazeuse en phase solide, il y a une transformation de la matière, non pas de la molécule elle-même, mais on va dire l'étape un peu plus grande, lorsque les molécules s'assemblent, soit elles sont liées pour former un solide, un liquide, ou alors elles sont finalement éloignées les unes des autres pour former un état gazeux. Et ceux-ci peuvent se traiter finalement comme si on avait affaire à une réaction chimique. Il y a une transformation de la matière. Donc c'est le paragraphe grand 5, changement d'état du corps pur, qui fait toujours la suite donc, à l'application du second principe. Grand 5, changement d'état du corps pur. Donc d'abord, la propriété essentielle et simple pour un corps pur, du point de vue de son enthalpie libre, G, qui est extensive, elle va s'écrire en fonction du potentiel chimique. Quelle est l'expression générale, d'ailleurs, qu'on avait démontrée pour un système composé de plusieurs espèces? Rappelez, les quantités NI pour l'espèce I, toutes les espèces I, et le potentiel chimique μI pour l'espèce I. On avait une relation extrêmement générale qui permettait d'écrire l'enthalpie libre. C'était voilà, c'était la somme sur toutes les espèces du produit de la quantité de l'espèce NI multipliée par son potentiel chimique. Bon, ici, évidemment, pour un corps pur, l'expression c'est simplement N mu, où N est la quantité de l'espèce, la quantité, et mu le potentiel chimique. De ce corps pur. Donc, ceci pour dire que le potentiel chimique pour un corps pur est simplement le rapport entre l'enthalpie libre du système et la quantité. Autrement dit, le potentiel chimique, c'est l'enthalpie libre molaire par unité de mol, par unité de quantité. C'est l'enthalpie libre molaire. Alors, on va appliquer les propriétés de l'enthalpie libre et du potentiel chimique à l'étude d'un système qui est composé donc d'un seul corps, une seule espèce chimique, qui est soumis à une pression P de la part de l'extérieur, par exemple la pression atmosphérique, qui est à une température T, éventuellement imposée par un thermostat, qui permet d'échanger d'énergie thermique pour assurer à tout instant une température égale. Mais ce corps pur, donc une seule espèce, peut exister dans différentes phases qui se séparent spatialement. Donc les phases. Bon, on va considérer qu'il y a 6 phases qui coexistent. Alors, exemple de phase, bon, ben, toujours les phases les plus simples et classiques. Phase gazeuse, phase liquide, avoir un gaz, une partie du système de ce corps pur qui est sous forme liquide, et éventuellement solide. Mais alors solide, il faut que je mette au pluriel, parce qu'il peut exister plusieurs phases solides, même des fois un très grand nombre, même pour les molécules simples comme l'eau. Et ces phases solides se différencient par leur structure cristalline. Les structures, la façon dont les molécules s'agencent les unes par rapport aux autres, permet de distinguer, de former plusieurs formes solides différentes. On parle alors de phase
allotropiques correspondent à des systèmes cristallins différents, structures cristallines. Exemple, pour l'eau, on va dire la glace qui se forme spontanément à 0 degré sous une pression de 1 bar, c'est la structure dite. Diamant. Non, c'est pas celle qui se forme spontanément. Quand vous observez ici, vous observez par exemple des cristaux de neige. Ils ont quelle forme? Alors, ils ont des formes très variées, mais il y a un point commun entre les cristaux de neige qui se forment dans haute altitude, à partir de vapeur d'eau, le plus souvent directement à partir de vapeur d'eau. Vous avez une structure, vous avez tous vu, je pense, des images de cristaux de neige. En général, elles ont ce qu'on appelle une symétrie d'ordre 6. Ouais, c'est des étoiles à 6 branches qui se forment. Alors les structures elles-mêmes peuvent être très diverses, mais il y a une symétrie d'ordre 6. Et c'est parce que la structure est hexagonale. Les molécules d'eau s'agencent pour former cette glace-là en un réseau hexagonal. Ce qui explique justement l'apparition d'une symétrie d'ordre 6. Donc, exemple, la glace hexagonale. Mais il y a aussi, en effet, il y a une structure, la glace peut aussi exister dans d'autres conditions de pression, par exemple, une structure de diamant. Etc. Il y a plusieurs phases de glace d'eau, en tout cas, qui peuvent exister sur des formes et donc qui seront considérées, qui seront décrites comme des phases différentes. La glace hexagonale est une phase, la glace diamant serait une autre phase. Et toutes les deux sont des phases solides. Donc on peut avoir plus de 3 phases éventuellement, si on distingue et si on sépare les différentes phases solides. Oui. Oui. Alors, il pourrait exister des phases liquides différentes, mais dans ce cas-là, il faudrait que ces liquides aient eux-mêmes une structure. Vous pensez à quoi, par exemple, aux cristaux liquides? Ah, c'est une question. Voilà. Alors, les cristaux liquides ne sont pas rigoureusement des corps purs. Il y a des liquides qui ont une structure cristalline, justement, on les appelle des cristaux liquides. Mais c'est une solution d'une molécule dans un solvant. Donc, ce n'est pas tout à fait un corps pur. Donc, pour les liquides, nous, on prendra des liquides, on va dire classiques, formés d'un seul corps pur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de structure pour ce liquide. Donc, on ne peut pas distinguer plusieurs liquides, plusieurs formes liquides possibles. Il y a une forme gazeuse, une forme liquide, mais il existe des formes solides différentes pour la même molécule et qui se comporteront comme des phases différentes. Et donc on peut considérer dans un premier temps qu'il y a phi phases qui coexistent, phi étant illimité, a priori. Alors, ça c'était pour introduire un peu le système que l'on va étudier. On va commencer par rappeler, redémontrer le critère d'évolution d'un tel système. Le critère d'évolution entre phases. On va considérer pour l'instant deux phases parmi les phi. Toujours de ce corps pur. Et on imagine que le corps, je note A existe sous la forme A1 et A2. A qui existe en deux phases, A1, A2, et deux phases. Par exemple, typiquement de l'eau liquide et de l'eau solide, la glace hexagonale. Entre les deux, justement, on écrit comme si c'était une réaction chimique, il y a une transformation de la matière, c'est une transformation physique plutôt que chimique. Et on part d'une phase 1 en équilibre avec une phase 2. À quelles conditions va-t-il y avoir évolution, c'est-à-dire à quelles conditions l'espèce chimique va-t-elle passer de la phase 1 à la phase 2 ou de la phase 2 à la phase 1? Eh bien,
pour un tel système, on va imaginer maintenant qu'on isole les deux phases, A1 et A2, deux phases isolées. Toujours pression, température, donc c'est une constante. Et qu'il peut y avoir un passage, une transformation de l'un vers l'autre. Par exemple, dN ici, je considère que dN mol de A1 passe sous forme A2. Donc, si N1 est la quantité de A1 et N2 la quantité de A2, alors dN1 ça sera égal ici, comme j'ai défini dN allant de A1 vers A2, la transformation de A1 vers A2, ça sera moins dN, et dN2 égale plus dN. Donc dN2 c'est égal à moins dN1. S'il y a transformation de l'un vers l'autre, alors il y a variation de l'enthalpie libre. G ici va s'écrire N1, alors mu1 plus N2 mu2, parce qu'on a un corps pur avec un potentiel chimique, ça c'est pour A1, ça c'est pour A2. dG, la variation de G, ça sera mu1 dN1 plus mu2 dN2. Or, avec les expressions de dN1 et de dN2, en fonction de dN, on va obtenir mu2 moins mu1 dN. Et on sait que donc, le critère d'évolution c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait défini l'enthalpie libre, okay, que la variation de G à T et P constant pour un système globalement fermé va s'écrire comment? On va être... J'enlève le signe égal parce que c'est pas toujours égal justement. Rappelez que c'était moins T ds. Alors moins T, oui, on peut rappeler que c'est moins T delta S, alors lequel? Créé. Delta S créé, et donc ceci était obligatoirement négatif. Strictement négatif, ou éventuellement nul. D'où, eh bien, on retrouve que mu1 moins mu2, dn est négatif, éventuellement nul. Ce qui montre que, en conclusion de ce critère, si mu1 est inférieur à mu2, cette différence est négative, et donc dn va être ah oui, c'est le 2 moins mu1. Voilà. Donc si mu1 est plus petit que mu2, donc la parenthèse est positive, et donc dn, lui, s'il est non nul, doit être obligatoirement négatif. Ce qui veut dire que c'est la phase 2 qui va se transformer en phase 1. Donc il y a un changement de phase, obligatoirement de 2 vers 1. Donc, la réaction, c'est A2 vers A1. C'est la phase 1 qui va prédominer, et puis la phase A2 va disparaître. Éventuellement, donc dans le cas inverse, si mu1 est plus grand que mu2, cette fois-ci dn doit être positif, et donc la transformation A1 vers A1. Et troisième cas, si les deux potentiels chimiques sont égaux, et bien dans ce cas-là, on peut dire qu'il y aurait transformation indifférente dn pour être positif ou négatif. Ça veut dire qu'il y a en fait coexistence à l'équilibre des deux phases. Si mu1 égale mu2, il y a équilibre entre eux. Ce qui va apporter maintenant, en généralisant cette relation, une contrainte extrêmement forte si on revient aux phi-phases. S'il y a phi-phase, généralisation,
pour les phi phases qui coexistent, on suppose qu'elles sont à l'équilibre, qu'il n'y a pas d'évolution. Alors, il faut que eh bien, μ1 soit égal à μ2 égale jusqu'à l'égalité de μ indice phi. Toutes les phases doivent avoir le même potentiel chimique. Toutes les phases ont le même potentiel chimique. Sinon, qu'est-ce qui va se passer, d'après ce qu'on vient de dire? Si les potentiels chimiques ne sont pas tous égaux, si un est plus petit que les autres, ben ce plus petit va toujours être la phase qui va l'emporter, ou plutôt qui va être la phase vers laquelle les autres vont se transformer. Vous remarquez qu'ici, le dn est toujours dirigé, le flux est toujours dirigé vers le plus petit des potentiels chimiques. C'est le plus bas potentiel chimique, ça on l'avait déjà dit, on l'avait déjà montré, donc ça c'est juste une redécouverte. C'est le potentiel chimique le plus bas qui est favorisé. Parce que l'enthalpie libre, on l'a déjà dit, doit diminuer. Donc cette évolution favorise les faibles potentiels chimiques. Alors, cette égalité des potentiels chimiques se traduit, on va dire graphiquement, sur les conditions de température et de pression. Deuxièmement, en conséquence sur P et T. On les a maintenus constants, on a maintenu la pression constante et la température constante, mais on n'avait pas aucun critère sur la pression et la température. On va voir que on ne peut pas faire n'importe quoi pour les pressions et les températures. En effet, reprenons le cas de deux phases pour commencer. Qui existent. Le potentiel μ1, j'ai dit qu'il devait être égal au potentiel μ2 lorsqu'elles étaient à l'équilibre. Mais comme on a affaire à un corps pur, à chaque fois, dans chaque phase, c'est un corps pur, de quoi dépend chaque potentiel chimique? Là aussi, il faut faire appel à ce qu'on avait fait avant les vacances. Potentiel chimique, une espèce, a les mêmes dépendances que, par exemple, l'enthalpie libre. On avait construit une fonction enthalpie libre qui était fonction de la température, de la pression et des quantités des différentes espèces. Mais maintenant, dans chaque phase, donc je vais mettre P et P, mais ce n'est pas la peine de mettre la quantité ici, parce que l'espèce est toute seule dans sa phase. Il n'y a qu'une seule espèce. Il n'y a pas de N1, N2, N3, il n'y a pas de composition. La composition est simple, il n'y a qu'une seule espèce. Alors ça pourrait encore dépendre de N1 ici et ici de N2, mais ça ne peut pas en dépendre finalement. Pourquoi? Alors, je mets en remarque. Si j'avais écrit μ1, fonction de T, P et N1, on est dit, tout à fait d'accord, parce que G est fonction de T, P, N1. Je dis que c'est même pas la peine parce que ce N1 va disparaître. Le potentiel chimique pour un corps pur ne peut pas dépendre de N1. Pourquoi? Il y a plusieurs façons de justifier. On peut qualitativement. Vous avez un argument? Le potentiel chimique d'une espèce ne dépend, alors pur, ne dépend pas de la quantité de cette espèce. Parce que mu est, le mot que j'attends, c'est intensif. Oui. Parce que mu1 est intensif. Il ne peut pas dépendre de la quantité. Si vous doublez le système, vous avez un système avec mu1 ici, une certaine quantité N1, vous doublez le système, donc vous aurez 2 fois N1 pour l'ensemble, et comme mu1 est intensif, il ne change pas. C'est comme la température ou la pression.
Ce n'est pas l'accumulation de systèmes identiques qui va changer la grandeur intensive. Donc mu1 ne dépend pas de n1. Ou bien, on peut aussi dire, c'est G de TP et N1 sur N1, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Or, comme G est extensif, lui, donc c'est G de TP et de N1 sur N1, c'est-à-dire 1. C'est en effet, on retrouve que c'est l'enthalpie libre de la pression de température qui est donnée pour 1 mol. C'est l'enthalpie libre molaire. Donc ça ne dépend pas de la quantité. Donc ici, ce n'est pas la peine de mettre N1 ou N2, les potentiels chimiques n'en dépendent pas. Bon. Mais si on revient maintenant, l'objet du paragraphe, c'est la pression et la température. mu1 est une fonction donc, de la température et de la pression qui dépend de la structure de la molécule, qui dépend de la façon dont les molécules sont structurées. Et quand les molécules sont structurées d'une autre façon, dans une phase différente, la fonction potentielle chimique change aussi. Elle dépend fortement de la façon dont les molécules sont agencées, les unes par rapport aux autres. Maintenant, supposons qu'on connaisse ces fonctions mu1 et mu2. Qu'est-ce que ça implique sur la pression et la température? Si je dis qu'il y a coexistence des deux phases, donc l'égalité des deux potentiels chimiques, mathématiquement, ça va impliquer que la pression et la température ne sont pas indépendantes. Ceci définit de façon implicite une fonction pression de la fonction de la température ou température fonction de la pression. Autrement dit, cette égalité-là, mathématiquement, va décrire une courbe de la pression en fonction de la température ou de la température en fonction de la pression. Puisque, vous voyez, si je choisis une pression P, mettons 2 bars ici, eh bien, il n'y a qu'une seule température qui va permettre de vérifier cette égalité-là. L'égalité des potentiels chimiques implique la dépendance entre P et T. Une dépendance entre température et pression. Et en général, on la présente sous la forme d'un diagramme. Alors, souvent, on présente en mettant la pression en ordonnée et la température en abscisse. Et on a ce qu'on appelle une courbe qui vous donne entre deux phases, par exemple la phase 1 et la phase 2. Sur cette courbe, vous avez P de T. Pour une température donnée, vous n'avez qu'une pression pour laquelle les deux phases sont en équilibre. Et ceci, c'est la courbe de coexistence des deux phases. Vous avez déjà tous travaillé avec des diagrammes et avec ces courbes, avec justement, en général, on a un domaine solide, un domaine gazeux, un domaine liquide. Et bien cette courbe-là, les courbes de coexistence, sont la traduction de l'égalité des potentiels chimiques dans les deux phases qui sont concernées, qui sont de part et d'autre de cette courbe. Et sur la courbe seulement, vous avez équilibre, donc coexistence possible des deux phases. Exemple classique, on met les trois phases ici, P et T. Alors, ça dépend aussi des espèces qu'on utilise, mais une espèce générale, vous avez une courbe comme ceci et des points particuliers. Alors, trois domaines, enfin, on pourrait dire quatre. Souvent, celui-ci, des fois, il est classé en pointillé. Et en tout cas, deux points remarquables. Alors, là, il faut faire appel à votre mémoire. Il y a le point triple et le point critique. Alors, il y a un point qui s'appelle le point triple. Ben, c'est le point pour lequel trois courbes se coupent. Donc c'est le point triple. On va l'appeler TR pour le distinguer de T. TR, c'est le point triple. Et celui-ci, c'est le point critique C. Alors, il faut aussi placer les différentes phases, solides, liquides et gaz, dans les bons domaines.
dans le domaine haute pression, basse température. Ici, haute pression, basse température, c'est plutôt un solide. Basse pression, haute température, gaz, donc ici, et ici, liquide, dans ces domaines-là. Alors, le point critique, qu'est-ce qui signifie? Donc, peut-être juste avant le point critique, la courbe qui est là, c'est la courbe d'équilibre entre liquide et gaz. Et donc, sur cette courbe, elle aurait pour équation, eh bien, mu liquide, T de P, égale le potentiel chimique de l'espèce gazeuse à T et P. Ça, c'est l'équation implicite de cette courbe-ci. Cette courbe qui est là, elle aurait pour équation implicite potentiel chimique du gaz à T et P égale potentiel chimique du solide à T et P. Et enfin, donc la dernière, on va identifier. Celle-ci aurait pour équation eh bien, mu ici du solide à T et P égale le potentiel chimique du liquide à T et P. Alors il y a un point critique en effet, où au-delà de ce point critique, il n'y a plus de séparation entre liquide et gaz. On parle simplement d'un milieu fluide, parce qu'on ne peut plus l'associer soit à un liquide, soit à un gaz, c'est à partir de sens. Donc on l'appelle état fluide simplement. On ne peut distinguer un liquide d'un gaz que si justement il existe un point, par exemple un point ici, où les deux coexistent et apparaissent à des densités différentes. Mais au-delà, il n'y a plus de différence, il y a juste un milieu fluide. Le point triple aussi, rappelons. Triple pourquoi? Parce qu'en ce point-là, et on va le montrer, ce sont les trois phases qu'on a placées ici, un solide et liquide et gaz, qui peuvent coexister. Donc triple parce que trois phases peuvent coexister. Alors justement, trois phases. Pour l'instant, on a fait le travail d'équilibre avec deux phases. On a montré de façon très formelle qu'une courbe de coexistence pouvait s'établir en écrivant l'égalité des potentiels chimiques. Donc, on a une fonction implicite. S'il y a trois phases en coexistence, trois phases en équilibre, donc c'est le point triple en effet. Alors, il faut que, par exemple, mu1 de T et de P soit égal à mu2 de T et de P, et d'autre part que mu2 de T et de P soit aussi égal à mu3 pour la troisième phase de T et de P. Et qu'on ait ces deux égalités en même temps. Je dis que la phase 1 et la phase 2 sont en équilibre, et ensuite je dis que la phase 2 et la phase 3 sont en équilibre. Est-ce qu'il faut que j'écrive absolument que mu1 est égal à mu3? Non, l'égalité étant transitive, ceci implique que mu1 égale mu3, c'est pas indépendant. Bon. Mais, là aussi, du point de vue de la pression et de la température, qu'est-ce que cela implique? Est-ce qu'on peut parler d'une courbe de coexistence de trois phases? Non. Ça, c'est une courbe, c'est la courbe P et T pour 1 et 2 en équilibre, et ça, c'est la courbe P et T pour 2 et 3 en équilibre. Et si on veut que les deux soient vérifiés en même temps, ça revient à chercher l'intersection de ces deux courbes. Si vous avez une courbe voilà, comme ceci et une courbe comme cela, alors mettons ça c'est 1 et 2 et celle-ci c'est 2 et 3. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y aurait qu'un seul point, P et P pour, c'est le point triple justement. Alors là, donc c'est la température, là la pression, on va changer de coordonnées. On obtient un seul point, au mieux.
Les trois phases ne peuvent exister qu'à une pression et une température bien déterminée, qui dépend uniquement de l'espèce chimique que vous utilisez et qui ne dépend de rien d'autre. On s'en est longtemps servi de ce point triple pour faire quoi? C'est plus tout à fait actuel, mais ça l'était encore il y a 1 an et demi. Ouais. Pour définir l'ordonnée l'origine de la température en Celsius pour le point triple de l'eau. Oui, c'est pas tout à fait l'origine parce que c'est à 0,01. Mais c'était pour définir en effet le Kelvin ou le degré Celsius après qui en découle. C'était pour définir l'échelle de température. Par définition, le point triple de l'eau, pour l'eau, la température se trouvait à 273,16 Kelvin. Par définition, du Kelvin. Ce n'est plus la définition actuelle, la définition moderne, depuis mai 2019. Ça a été remplacé par une valeur exacte de la constante de Boltzmann. La température maintenant découle, l'unité de température découle de la définition de la valeur de la constante de Boltzmann qui est fixée ici. Alors, donc, il faut un peu plus de chemin pour passer de la constante de Boltzmann à la définition de la température, mais voilà, actuellement c'est comme ça. Et ce n'est plus qu'une valeur approchée de 73,16 Kelvin. Bon, alors, là on a encore un point, on peut avoir une coexistence entre trois phases. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et au début, j'avais considéré qu'il y avait phi phases en équilibre, les unes avec les autres. Alors, on a phi égale 2, ça définit une courbe. Phi égale 3, on n'a plus qu'un point. Et phi égale 4. Alors, d'abord, je réponds à la question 4 phases. Liquide, solide, gaz et un autre solide. On a le droit, puisqu'il existe plusieurs phases solides. On peut avoir 5 solides différents. Une phase gazeuse, une phase liquide. Il n'y a pas de limitation, a priori, pour le nombre de phases. Est-ce que les différentes phases solides, on peut les interpréter avec un diagramme PT ou pas? Oui, tout à fait, oui. Oui, exactement, oui. Simplement, on aurait des domaines, d'autres domaines qui apparaissent. Oui, oui. Vous avez domaine solide 1, solide 2, oui, tout à fait. Je vous montrerai à l'occasion un diagramme avec plusieurs phases solides. Oui, oui, tout à fait. Ça généralise simplement les domaines. Et chaque phase donc, aura son domaine et vous aurez des courbes qui séparent deux domaines qui peuvent séparer deux solides. Tout à fait. Il faut bien voir les solides cristallins différents comme des phases différentes. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut avoir 4 phases en équilibre? Donc, il faudrait qu'on ait mu1 égale mu2, mu2 égale mu3 et mu3 égale mu4. Donc, vous voyez qu'on aurait 2 variables et 3 équations. Et en règle générale, il n'y a aucune raison qu'on obtienne une solution. Il y a une contrainte de trop par rapport au nombre de variables possibles. Là, vous avez 2 équations à 2 inconnus. Vous savez que mathématiquement, on peut trouver une solution unique. Mais avec 3 équations et 2 inconnus, si les 3 équations sont indépendantes, vous ne trouvez plus de solution. Et donc, ce n'est plus possible. Donc, impossible. Donc, on a fait le maximum. Alors, là aussi, physiquement, il est possible de réunir 4 phases, 5 phases, 6 phases, 10 phases au même endroit, dans un même système. Simplement, la thermodynamique vous dit que dans ce cas-là, le système va évoluer, il y a des phases qui vont disparaître, et à la fin, vous aurez beaucoup moins de phases qu'il n'y avait de phases à l'origine. Vous pouvez éventuellement, à la fin, trouver 3 phases, c'est le maximum qu'on vous permet. Si vous n'êtes pas au point triple, vous avez 2 phases qui peuvent coexister au maximum. Et si vous n'êtes pas sur la courbe de coexistence des 2 phases, vous n'avez plus qu'une. C'est ce qui se passe quand vous mettez de l'eau liquide avec un glaçon et vous ne mettez pas à 0 degré avec la pression atmosphérique, une des phases, soit la glace se forme, soit elle fond. Et à la fin, vous n'avez plus qu'une phase. Donc au maximum, vous pouvez avoir 3 phases possibles si vous vous placez vraiment au point triple de l'espèce. Et sinon, vous en avez 2 ou 1, mais jamais 4, ni 5, ni 6.
En tout cas, pas à liquide. Donc il y a évolution vers là où les phases de potentiel chimique minimum. Sur le plus petit potentiel chimique qui l'emporte. Les autres phases se transforment dans ces phases. Alors, ce qu'on vient de faire du point de vue quantitatif sur le nombre de phases possibles, on va le généraliser d'abord avec un calcul qui va finalement retracer ce qu'on vient de faire ici, mais de façon un peu plus formelle, mais qui a surtout l'avantage de pouvoir être généralisé dans le cas où on aura dans quelques temps des réactions chimiques possibles. C'est la notion de variance. Troisièmement, on va définir ce qu'on appelle la variance. Sous-entendu d'un système. La variance est un nombre et c'est un entier associé à un système. Une définition. La variance de notre V c'est le nombre de paramètres intensifs. Donc ça c'est extrêmement important. C'est le nombre de paramètres intensifs, indépendants, sous-entendu du système. Du système à l'équilibre. Indépendant, ça veut dire que de l'extérieur, on peut éventuellement imposer une valeur de ce paramètre de façon complètement, presque totalement arbitraire. Vous pouvez modifier ce paramètre, ou autant de paramètres qu'il y a de variance, sans changer le nombre de phases du système ou sans transformer le système. Alors, la difficulté en général, c'est de calculer cette variance. Alors comment la calcule-t-on? D'abord, il faut faire l'inventaire des paramètres intensifs. Ça, on va voir qu'on va le faire assez rapidement. Et ensuite, il faut trouver toutes les contraintes, toutes les relations qui existent entre ces paramètres intensifs. Et c'est là, des fois, qu'on peut oublier certaines contraintes. Alors, on va détailler un petit peu la façon d'obtenir cette variance. Alors d'ailleurs, pourquoi s'intéresser à la variance? Pourquoi avoir défini ceci? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert aux physiciens ou aux chimistes qui s'occupent d'un système de savoir s'il peut justement modifier un de ces paramètres à sa guise. Il veut travailler dans certaines conditions, il veut transformer le système. Il sait qu'il doit changer la pression, la température, une composition, souvent. Il doit savoir ce qu'il peut faire lui, ce qu'il peut imposer lui, et ce qu'il ne peut pas faire, ce qui lui est interdit. Alors, calcul de la variance. Alors, tout d'abord, je vais écrire que V, c'est x moins y. Pour l'instant, si je ne dis pas ce que c'est x et y, c'est toujours vrai. Avec x, qui est le nombre des paramètres intensifs décrivant le système. De toute façon, ici, pour le moment, on est toujours dans le paragraphe du corps pur, éventuellement sur plusieurs phases. Donnez-moi déjà des paramètres intensifs qui décrivent le système. Sans vouloir être exhaustif, on a déjà deux qu'on est en train de manipuler tout le temps. Pression et température. Voilà. En fait, ici, ça va être les seuls. Ici, T, P. Je ne vais pas plus loin parce qu'il n'y a pas de composition. Il n'y a pas de fraction molaire, c'est un corps pur. Chaque phase est pure, et donc il n'y a pas de variable de composition
Il n'y a pas de fraction molaire où toutes les fractions molaires sont égales à 1. Puisqu'il n'y a qu'un corps pur. Donc T et P, donc ça fait 2. Donc, vous voyez, donc déjà X égale 2. Un corps pur est décrit par X égale 2. Et Y, ben Y est le nombre de relations indépendantes entre elles qui lient ces paramètres intensifs et qui sont imposés par le système ou par la façon dont on a placé le système. Y, donc, est le nombre de relations entre les X paramètres intensifs. C'est ce qu'on ferait en mathématiques. Vous voyez, on analyse un système, il y a combien de variables et combien de relations entre ces variables. C'est ça qu'on fait. Et donc, on pourra avoir la variance, le nombre de paramètres indépendants, c'est le nombre de variables totales moins le nombre de relations entre ces variables. Bon. Donc ici, à nouveau, dans le cas qui nous occupe, ben les relations, on les a quasiment toutes écrites. S'il y a phi phase en équilibre, on avait combien de relations? On avait mu1 de T et P égale mu2 de T et P égale jusqu'à la fin mu phi de T et de P. Ça fait combien de relations? Si je les écris en une ligne comme ceci, ou alors j'aurais pu écrire mu1 égale mu2, mu2 égale mu3, etc. jusqu'à mu phi moins 1 égale mu phi. Ça fait combien de relations? Alors, Y égale... Pour regarder combien il y a de signes égales, phi moins 1. Phi moins une relation. S'il y a deux phases, il y a une relation. S'il y a trois phases, il y a deux relations. Voilà. Donc, bilan. Quelle est la variance d'un système formé de phi phases d'un corps pur? Ben, V égale, donc on avait dit 2 moins phi moins 1, c'est-à-dire 3 moins phi. Voilà la variance d'un système formé de phi phases. Donc maintenant, on peut faire la liste de tous les cas possibles. Ici, ils ne sont pas très nombreux, donc on peut y aller. Si phi égale une phase, il faut au moins qu'il y en ait une. S'il y a 0 phase, ça ne veut rien dire. C'est un système vide. Alors, la variance est de 2. On dit que le système est divariant. Et donc, à quoi sert maintenant la variance? Eh bien, V égale 2 vous dit que vous pouvez modifier à votre guise, par exemple, la température et la pression. Le système va suivre. Il va obéir à votre contrainte de changer sa pression, sa température, d'accord. Vous avez une phase, vous avez de l'eau liquide, vous pouvez changer la pression, vous pouvez changer la température, passer de 15 degrés à 35 degrés, passer de 1 bar à 2 bars. Voilà. Le système reste de l'eau liquide. Il est divariant, il permet à votre guise de choisir pression et température. S'il y a deux phases, phi égale 2, la variance tombe à 1. Le système n'est plus que monovariant. Là, vous pouvez encore choisir, par exemple, la température, mais dans ce cas-là, la pression sera fixée. Ce n'est pas vous qui choisissez la pression. Ou alors, vous choisissez la pression, mais la température vous est imposée. Elle est imposée par la courbe de coexistence. Parce que la pression et la température, on a vu, ne sont plus indépendantes. Si vous choisissez l'un, l'autre vous est imposé. Vous pouvez changer la pression et la température. Sinon, si vous ne faites pas, si vous ne respectez pas cette contrainte, une des deux phases qui va disparaître. Vous ne pouvez pas garder le système initial si vous ne respectez pas cette contrainte. Le système n'a plus qu'un seul degré de liberté. Il y en avait deux auparavant, il n'y en a plus qu'un. Bon, vous voyez le troisième et dernier cas. Phi égale 3.
Et dans ce cas-là, la variance est nulle, le système est invariant. On ne peut plus rien faire, il n'y a plus rien à choisir. C'est le système qui impose température et pression. On retrouve le point tri. Il n'y a aucun degré de liberté, on ne peut rien faire. Sur les paramètres intensifs, on est bien d'accord, on reste dans l'ensemble des paramètres intensifs. Extensivement, vous pourriez changer la quantité. C'est vous qui contrôlez la quantité, mais pas les paramètres intensifs. Et donc phi égale 4 est impossible puisqu'on trouverait v égale moins 1, ce qui n'a pas de sens. On ne peut pas avoir moins 1 degré de liberté. On n'en a pas du tout et c'est terminé. Donc on retrouve, vous voyez, par la variance, quantitativement, ce qu'on a décrit tout à l'heure en calculant, en cherchant chaque fois les intersections des courbes de coexistence. Et on pourra généraliser cette variance, cette notion, au cas où les systèmes seront réactifs, où il peut y avoir une transformation des molécules et des atomes eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, juste pour terminer cette partie de changement d'état du corps pur, quatrièmement, on va parler d'une relation mathématique. Je vous avais demandé, pour avant les vacances, éventuellement de chercher, de calculer. Il restait une dérivée, c'était une dérivée partielle d'une fonction d'enthalpie libre. Alors, on va l'établir cette fois-ci, elle nous sera utile, relation libre de Gutzell-Wolf. C'est la dérivée, alors on peut le faire pour encore plus, la dérivée de G sur T par rapport à la température à pression constante. Là, on avait déjà explicité les dérivées de G par rapport à la température, à la pression. Et je l'avais dit, finalement, il y a aussi une dérivée intéressante. C'est la dérivée de G sur T par rapport à la température. Je pense qu'on n'a pas réalisé, on n'a pas fait. Alors, est-ce que certains ont essayé ? Oui. J'avais fait avec le potentiel chimique. Oui, bon, avec le potentiel chimique, oui, ça marche aussi. On va voir justement, on va le faire avec le potentiel chimique en divisant par n tout à l'heure. Donc oui, c'était peut-être G, vous l'avez peut-être donné en effet dans le potentiel chimique. Mais on va le faire pour G de toute façon, c'est comme G égale nu fois n, vous voyez, ici, c'est exactement équivalent. Et donc, pour le potentiel chimique, vous avez trouvé Moins Hi sur T carré. Oui, d'accord. Et donc ici, on va trouver moins H, l'enthalpie sur T carré. H étant l'enthalpie du système. La dérivée de G sur T par rapport à T, à T constante, est égale à l'opposé de l'enthalpie H sur T carré. Et c'est la relation donc, de Gutzell-Wolf. Pourquoi ? Le plus simple, c'est il y a plusieurs façons de faire. Vous dérivez comme un quotient G sur T. Donc, ça se donne aussi d rond G alors, sur d rond T fois T, moins la dérivée de T par rapport à T, donc ça fait 1, donc G, sur T carré. Si j'arrive comme un quotient, la dérivée de G fois T, moins la dérivée de T, la dérivée de T par rapport à T, c'est 1, donc fois G, sur T carré. Et la dérivée de G par rapport à T à P constant, c'était, il faut rechercher un peu, si je dérive l'enthalpie libre par rapport à la température, la pression constante, on peut rappeler la différentielle, allez, je rappelle dans un coin, dg, alors, je rappelle, vous me rappelez la différentielle de G, moins S dt, plus V dp, et éventuellement plus somme des mu dmi. Donc, là, donc la dérivée de G par rapport à T, c'est moins l'entropie.
Donc ici, cette dérivée partielle, c'est moins l'entropie, donc on va encore fuser moins TS moins G sur T carré. Le signe moins, je peux le mettre en facteur et j'obtiens au numérateur donc G plus TS. Mais G plus TS, rappelez la définition de G, G c'était H moins TS. Donc G plus TS c'est H. Moins H. Alors, en effet, si on veut l'écrire pour le potentiel chimique, on a la relation de Gibbs-Helmholtz relative au potentiel chimique. On peut le démontrer dans le cas général, ou ici, de toute façon, ici, pour un corps pur, G égale L mu, et donc la dérivée de mu sur T, sur D rond T à P constant, est égale à moins, d'abord est égal à G sur N, et donc on va trouver moins H sur N T carré, c'est-à-dire moins, alors H petit h sur T carré, où H est l'enthalpie molaire. Et ça se démontre aussi dans le cas général, si même dans un mélange, ça serait HI, l'enthalpie molaire partielle de l'espèce I. Et alors application, parce que le but de la relation de Gibbs-Helmholtz, c'est pas juste de dériver ceci, mais c'est intéressant. Il y a un intérêt sur application. Je reviens à ces courbes de coexistence entre deux phases dans le diagramme P et T. Application, c'est la relation dite de Clapeyron. Alors, elle n'est pas à retenir par cœur. Alors, dans un diagramme pression-température, donc quand vous avez coexistence entre deux phases, 1 et 2, et que vous placiez en un point donné, température T et pression P, les deux phases coexistent, il y a une relation intéressante avec la pente de la courbe de coexistence au point, donc pression-température. La pente, c'est bien sûr dP sur dT. De la courbe P2. Ça, c'est P2. Nous considérons l'espèce par exemple A1 et A2, je vais vous comme ceci, A1 égale A2, et une enthalpie de changement d'état standard. Donc ça c'est l'enthalpie de changement d'état. Rajoute standard. Il y a une relation simple, on va dire, entre l'enthalpie de changement d'état, polarisation, liquéfaction, on en a déjà parlé, et la pente de cette droite, donc de la courbe, au point où les deux faces coexistent. Et pour le démontrer, on va se servir d'abord de l'équation de la courbe, et ensuite de la relation donc, de Gibbs-Helmholtz. On a, eh bien, sur la courbe, elle est définie par mu1 de T et de P égale mu2 de T et de P. D'accord, ça c'est l'équation de la courbe P de T qui relie la pression et la température. Donc je peux encore écrire cette égalité d'abord en divisant par la température. Donc toujours l'égalité puisque je divise par la même température. Et donc ce que je dis maintenant, c'est que si ces deux fonctions sont les mêmes, de part et d'autre, de l'égalité, elles sont égales en tout cas, non, c'est pas les mêmes fonctions, mais elles sont égales sur la courbe, bien leur différentiel sur la courbe va être la même. Donc d de mu1 sur t est égal à d de mu2 sur t. Et la différentielle ici, c'est la dérivée par rapport à la température, donc de mu1
sur T dt, plus la dérivée par rapport à la pression de mu1 sur T dt, qui est égale à la même chose, mais avec l'indice 2, donc la dérivée par la température de mu2 sur T dt, plus la dérivée de mu2 sur T dt, comme ceci. Les différentiels sont égales sur la courbe. Bon, c'est maintenant que justement on utilise la relation de Gibbs-Helmholtz. D'après ce qu'on vient de dire ici, mu1 sur t, c'est moins h1 sur t carré. Évidemment, ici, avec mu2, c'est moins h2 sur t carré. Donc, on aboutit pour le moment à moins h1 sur t carré dt plus, alors ici je dérive par rapport à la pression à température constante, donc c'est plus 1 sur t d rond mu1 sur d rond p dp égale, eh bien moins h2 sur t carré dt plus 1 sur t d rond mu2 sur d rond p dp. On va dire une dernière opération, enfin plutôt, si je dérive le potentiel chimique par rapport à la pression, qu'est-ce que j'obtiens? Là aussi, il faut se rappeler. C'est... Alors j'ai effacé la différentielle de G, vous pouvez nous servir. Mais bon, dP, c'était le volume. Et comme là, on est le potentiel chimique qui est l'enthalpie libre molaire, le volume est remplacé par le volume molaire. C'est le VM, le volume molaire de l'espèce. Donc ça, c'est VM1 et ça, c'est VM2. Le volume molaire, donc le volume qu'occupe une mole de cette espèce, de cette phase plutôt. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il y a une température, oui, on peut perdre une puissance de la température, puisque 1 sur T apparaît un peu partout. On a presque terminé. On peut encore, oui, le terme en dt le ramener à gauche et le terme en dp à droite. Donc j'obtiendrai h2 moins h1 sur t dt égale de l'autre côté, donc on aura vm2 moins vm1 dp. Et là, tout le monde aura reconnu que le numérateur ici, H2 moins H1, c'est l'enthalpie d'une mole de la phase 2 moins l'enthalpie d'une mole de la phase 1. Ceci, c'est delta de H. Alors, 0, si on est dans les conditions standards, si je prends la pression de 1 bar, sinon c'est delta. Voilà. Je ne peux pas mettre de contrainte pour le moment, je la ferai après. C'est l'enthalpie de changement d'état pour une mole molaire. Et donc, il suffit encore d'identifier dp sur dt à la pente. Et donc, on le met en général sur la forme dp sur dt égale, eh bien, delta h 1 vers 2 sur la température et la différence des volumes molaires. Et ceci est la relation qui relie la pente de la courbe de coexistence à l'enthalpie de changement d'état et à la différence des volumes molaires des deux phases. Tout ça, enfin, le membre de droite est mesurable. On mesure les volumes molaires et on mesure les enthalpies de changement d'état. Et vous accédez à la pente. Ou alors, au contraire, si la pente, vous connaissez la pente parce que vous avez tracé la courbe déjà, expérimentalement, vous pouvez en déduire les enthalpies. C'est une relation pas forcément évidente entre ces grandeurs thermodynamiques. Cette relation explique aussi un cas assez particulier pour l'eau. Cas de particulier, le diagramme pression-température des phases de l'eau. Prenons la glace hexagonale, la glace commune.
Oui, il y a une pente, il y a une partie, une courbe qui a une pente négative. Pourquoi? La raison apparaît ici. Donc, application de l'application. Exemple, pour l'eau. En effet, vous avez une courbe qui est un peu particulière. C'est entre la glace hexagonale et l'eau liquide. Et la pente est négative. Pression, température. Ça se traduit ici quantitativement comment? Donc, si je prends un point ici, il est glace et l'eau qui existe, dP sur dt est négatif. Or, si on écrit donc la glace égale liquide, l'eau liquide, l'enthalpie de changement d'état, donc l'enthalpie de fusion H0 est positive. Il faut apporter de l'énergie thermique pour faire fondre de la glace. C'est l'ordre de 6,1 kJ par mol. Bon, et d'après la relation de Clapeyron, la pente ici de la courbe s'écrit alors, c'est bien dP sur dt est égal à l'enthalpie, donc ici, de fusion de la glace sur la température, donc de fusion, et la différence des volumes V molaire, donc du liquide, moins le volume molaire de la glace. Dans ce sens-là. Puisque le numérateur est positif, le membre de gauche est négatif, on en déduit que la seule valeur qui peut être négative d'un membre de droite, c'est la différence des volumes. Et ça veut dire que le volume molaire donc du liquide est inférieur au volume molaire de la glace. Donc la pente est négative parce que la glace flotte sur l'eau. Une mole de glace a un volume plus grand qu'une mole du liquide correspondant. Donc ça change le signe, vous voyez, de la pente. De la courbe de résistance. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est la condition de transformation d'une phase en une autre. C'est la phase de potentiel chimique le plus bas qui l'emporte finalement, les autres phases se transforment. Si vous avez des phases en équilibre, les potentiels chimiques sont égaux. Et lorsque des phases sont en équilibre, donc pour chaque égalité entre potentiels chimiques, vous perdez un degré de liberté possible pour le choix de la température et de la pression. Oui. Est-ce qu'il y a une autre espèce où on a une pente négative? Oui, il y a le bismuth aussi, qui est une espèce pure. Et il y a, je crois, des composés aussi qui ont cette propriété-là. Ils sont assez rares. Dans le tableau, alors l'eau, c'est pas une espèce simple, mais il y a le bismuth, oui, et quelques autres qui sont faits dans les laboratoires, mais qu'on ne trouve pas. Ça tient essentiellement à la structure cristalline de la glace hexagonale. Donc, les molécules se placent de façon à ce qu'elles occupent un volume plus grand que lorsqu'elles sont mises à l'état liquide. Alors, on va terminer sur un exercice. On va prendre un autre corps simple, toujours à l'état pur. Voilà, tout à l'heure on parlait de la glace diamant. Si on parle du diamant tout court, qu'est-ce que c'est? Du point de vue composition, qu'est-ce qu'il y a dans un diamant?
uniquement du carbone. C'est une forme, voilà, c'est une variété allotropique du carbone solide. Donnez-moi une autre forme allotropique. Oui, Daniel. Le graphite, oui. La même composition des atomes, mais arrangés autrement. Dans le graphite, ils forment des plans hexagonaux, et les plans l'un au-dessus de l'autre. Vous savez que maintenant, d'ailleurs, on peut décoller un plan de graphite d'un autre. On peut isoler un seul plan de graphite, c'est ce qu'on appelle, ceux qui lisent la littérature spécialisée, le graphène. Le graphène est formé d'une couche atomique d'atomes de carbone qui forment des hexagones. Bon. Alors, le graphite, le diamant, donc, est une autre forme cristalline. Et donc, les gens, on sait ça depuis, on va dire, le XVIIIe siècle. Donc, on a démontré que le diamant, c'était juste du graphite, c'était du carbone. Donc, les gens ont eu l'idée de, évidemment, comme économiquement, le prix n'était pas le même entre les deux variétés allotropiques, et il pouvait sembler intéressant de transformer du graphite en diamant. Alors ça se fait, on arrive à le transformer. D'ailleurs, le diamant qu'on trouve dans la nature, quelle est son origine, vous savez? Il ne s'est pas trouvé toujours dans la Terre, mais il s'est formé comment? Il n'y a pas beaucoup de sources de carbone. Alors il y a le carbone minéral, en effet, dans le CO2. Il ne vient pas directement du CO2, ce sont les êtres vivants, les plantes, les animaux, qui au fil des temps géologiques ont accumulé donc, du carbone. Se construisent, les molécules organiques sont fabriquées à partir de carbone. Et donc, dans les couches géologiques, sous haute pression et souvent haute température, ce carbone s'est transformé maintenant en charbon, en pétrole, et dans certaines conditions très sévères, très intenses, de température et de pression, ont formé du diamant. C'est du carbone organique initialement. Bien, mais justement, pour fabriquer du diamant, il faut, à partir de graphite, il faut des conditions justement de pression et de température assez élevées. Et on peut, à partir de considérations quantitatives, chercher un peu à quelles conditions on peut transformer du graphite en diamant. Donc, l'exercice, c'est, on va considérer le carbone graphite en équilibre avec le carbone diamant. Donc, les deux variétés, donc les deux phases solides ici du carbone. Alors, je vous donne un tableau de valeurs, de grandeur thermodynamique associée à ces variétés cristallines. Alors, pour le graphite, pour le diamant. Alors, on connaît les potentiels chimiques standards du 0. Alors, en kilojoules par mol. Pour le graphite, c'est 1,120 et pour le diamant, 3,990. Et je vous donne aussi les masses volumiques nues. Donc c'est 2260 alors en kilogrammes par mètre cube, ici. Et pour le diamant, 3513. Donc masse volumique et potentiel chimique standard, donc sous la pression de 1 bar, bien sûr. Et on peut préciser à 298 Kelvin. Si ce n'est pas précisé, c'est 298 Kelvin. Donc, je vous ai dit que le diamant, vous savez que le diamant était formé c'est bien formé dans la Terre à partir du graphite, mais sous des pressions extrêmement élevées. Donc de l'enfouissement de couches justement rocheuses, les pressions ont augmenté et ont permis de transformer une partie du graphite en diamant. Donc je vous demande à quelle pression, on va rester à température ambiante, quelle est la pression exercée sur du graphite pour le transformer en diamant, pour qu'il puisse se transformer en diamant. Donc pour moi, quelle pression? On va chercher pression P telle que le carbone graphite se transforme en carbone diamant. Le contraire étant beaucoup plus simple. Si vous chauffez du diamant, il se transforme en graphite. C'est comme
ça qu'on a démontré d'ailleurs que le diamant était formé graphique. Le carbone. Maintenant, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Donc, quelle est la pression minimale à exercer sur du graphite pour avoir la chance de voir se transformer en diamant? À l'aide des données numériques ici. On connaît les masses volumiques, on connaît les potentiels chimiques standards. Question numéro 0 d'ailleurs, montrer qu'en effet, normalement c'est le graphite qui devrait exister et pas le diamant, dans les conditions qui nous entourent, dans les conditions habituelles. On a dit tout à l'heure, si on a deux phases, celle qui l'emporte, celle qui va voir justement l'état final et donc l'espèce se transformer dans cette phase-là, c'est celle qui a le potentiel chimique le plus bas. Or ici, vu les valeurs qui sont données, le diamant a un potentiel chimique plus élevé que le graphite. Donc normalement, il n'est pas stable, il devrait se transformer en graphite. Alors, on ne le voit pas se transformer parce que la transformation est lente, c'est une question de cinétique. Mais le diamant, dans les conditions habituelles, n'est pas une espèce stable. Elle devrait se transformer. Et on a juste la chance, c'est-à-dire que la réaction est suffisamment lente pour qu'on puisse travailler avec le diamant. On puisse avoir du diamant. Et c'est pour ça que si vous élevez la température, vous augmentez la vitesse de transformation, et là, le diamant se transforme en graphite. Donc le diamant est une forme métastable. Elle est instable thermodynamiquement, mais la cinétique fait qu'il existe quand même. Bon, alors maintenant, on veut justement avoir on veut jouer sur la pression pour que ce soit le diamant qui soit l'espèce stable, et pas le graphite. Alors, je laisse réfléchir un petit peu. Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc, ce sont des solides, on est d'accord? Et des solides quasiment incompressibles. Même si on a des pressions énormes, on va considérer que leur masse volumique, leur volume massif ne change très peu. Donc, quelle pression faut-il exercer pour rendre le graphite stable par rapport le diamant stable par rapport au graphite? Il y a une piste ou une méthode à proposer.